était égal à la dimension de E fois la dimension de F. Mais si F c'est le corps K, donc c'est l'espace de dimension, c'est l'espace vectoriel de dimension 1, qui est isomorphe au corps K, on va se trouver avec un espace vectoriel là, de E dans K, qui va être également de la même dimension que la dimension de E. Donc en fait, il va y avoir une grande dualité, on va dire, entre les deux espaces, c'est-à-dire entre E et l'ensemble des formes linéaires. On va avoir une sorte de correspondance, un isomorphisme entre les deux, clairement, parce qu'ils ont la même dimension. D'accord ? Et donc on a une correspondance forte entre les deux. Bon, c'est un truc qui est très classique en maths, et aussi en physique au passage. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison. Et puis après, on va voir que ça fait des hyperplans, c'est-à-dire des espaces de dimension n-1 qu'on intersecte régulièrement. Alors, base duale. Si B... Donc ça, en fait, si vous voulez, je vais vous dire ce qu'est une base duale. A priori, ça n'a pas de rapport avec ce que je viens de raconter. Néanmoins, penser à la base duale, c'est parce qu'on sait que... C'est parce qu'on cherche l'isomorphisme qui lie E à E étoile. Ok, alors on va voir ça les choses comme ça. Si B est une base de E, alors il existe un unique EI étoile, forme linéaire sur E, c'est-à-dire une application de E dans 1, qui vous donne 0 si vous êtes en train de regarder la valeur de EJ, et J est différent de I, et 1 si vous êtes en train de regarder EI. D'accord ? Alors cette base duale, donc, on l'appelle la forme linéaire coordonnée d'un indice I relative à la base B. Cette base, on l'a déjà rencontrée plein de fois. Enfin, cette idée-là, on l'a déjà rencontrée plein de fois. Il y a une fois qu'on l'a... Enfin, une fois en particulier. Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose, ça ? De toute manière, l'idée, c'est... à chaque fois qu'on l'a rencontré, il y a du delta IJ dans l'air. Jeanne ? Voilà, la base canonique des matrices. Par la base canonique des matrices, oui. Alors, vas-y, dis-moi. C'est les EIJ où le coefficient ligne I colonne J est égal à... Enfin, le coefficient ligne K colonne L est égal à delta IK JL. Oui, alors... la question, c'est... il faut trouver une base, B. D'accord ? Donc, si je me plonge dans les matrices Mn de K par Mnp de K, ma base, c'est EIJ. En fait, il faudrait que je trouve une application phi J, qui est une matrice M associe 0 si M 0 associe quoi? Associe on ne sait pas quoi. Mais si M c'est la matrice EIJ, phi de M égale 1, et si M c'est pas la matrice EIJ, c'est une matrice EHK, alors phi de M égale 0. Donc on crée une famille de formes linéaires. Alors, je suis pas sûr qu'on l'ait vraiment fait ça. Peut-être que si, mais je pense pas. Un autre exemple qu'on a fait, où on a fait ça vraiment systématiquement, c'était en fait, c'est quand on regardait l'espace E qui est en fait Kn de X. D'accord? Donc l'espace des matrices, des polynômes de degré inférieur ou égaux à n. Et qu'on regarde, et qu'on choisit A0, A1, etc., AN points, et qu'on regarde TI, par exemple, c'est le polynôme produit pour K différent de I, dx moins AI. D'accord? Donc chaque TI est de degré n. On est en train de multiplier n nombres, puisqu'en fait, il y a n moins 1, il y a n plus un nombre ici, mais à chaque fois on en enlève un. Ok? Et nous, ce qu'on voudrait, c'est dire, donc en fait, je vous affirme, T0, T1, alors on l'a démontré, mais je vous affirme, je vous le dis maintenant, que Tn, ça forme une base de Kn de x. C'est pas tout à fait trivial de démontrer que c'est une base, parce qu'en fait, classiquement, quand on a des bases, qu'on change des bases de Kn de x, en général, on prend des familles échelonnées. En degré échelonné, quand c'est facile, c'est libre, donc c'est une base, etc. Mais ici, ça prend un degré échelonné, ils sont tous de degré n. Ça forme quand même une base. Hein. Alors, peut-être que le plus simple pour cette famille-là, c'est de démontrer qu'elle est génératrice. Et comment est-ce que je fais pour démontrer qu'elle est génératrice? Donc je dois démontrer que P, quel que soit P appartenant à Kn de x, hein, P va s'écrire comme une somme d'un certain coefficient TI, pour I variant de 1 à 0 à n.
Quel est mon coefficient TI? Oui, Alexandre. L'interpolation de Lagrange en ayant comme valeur les valeurs de P dans tous les règles. Oui. Et ça va nous donner des coefficients dans tous les sens, mais il y aura les TI dedans. Oui. Vous avez une façon. Alors, où est Lagrange en fait là-dedans? Mais, Jonathan? P de AI. Quoi? Alors, je vais mettre K différent de I plutôt. Allez, moins K? Ouais. Donc en fait, c'est pas tout à fait Lagrange, parce que la base de Lagrange, ce truc-là, est renvoyé là. En fait, le LI de Lagrange, c'est TI sur un nombre. Donc là, le nombre, je dois renvoyer de l'autre côté. Okay. Mais en fait, néanmoins, cette histoire de base de Lagrange, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ce serait? Ce serait phi, I, l'application qui est un polynôme P associe P de I. D'accord? Si je prends ça, en fait, phi, I, l'associé. D'accord? Je regarde phi, l'application. Eh ben, phi, c'est l'application de quoi dans quoi? Kn de x. Dans K, donc c'est bien ce qu'on appelle une forme linéaire. Ah, pardon. Est-ce qu'elle est linéaire? Parce que si je fais phi de lambda p plus mu q, est-ce que ça me donne lambda phi de p plus... Ben oui, hein, c'est la valeur, ça fait lambda p de ai plus mu q de ai, ça fait bien un truc linéaire. Ça marche, c'est linéaire. Donc c'est une forme linéaire. Et qu'est-ce que vous pensez de phi de li? Ou de ti en l'occurrence. Alors de li. De lj, je vais mettre. Qu'est-ce que vous pensez de phi de lj? C'était ça la clé en fait de Lagrange à l'époque. Ça vaut delta j. D'accord? Quand je prends le polynôme lj. Et c'est ça qui avait joué essentiellement. Et en fait, l'idée c'était plutôt, on s'était donné dans l'autre sens, on s'est dit soit phi l'application qui a passé P de i. Quels sont les éléments, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme base? Lj, de manière à ce que phi de lj donne delta ij. Alors les choses n'étaient pas écrites comme ça, je ne vais pas parler de base, je ne vais pas parler de famille génératrice, mais en fait, si vous reprenez le cours avant le DS, hein, lisez-le, et maintenant que vous savez plein de choses sur les espaces vectoriels, regardez comment c'est écrit, vous verrez, tiens, ça me rappelle des trucs. Enfin, tout était préparé. Okay? Alors ça c'est très classique en fait, de associer à une famille qui forme une base de E, un ensemble de formes linéaires qui va également former une base de E étoile, et sont appelées la base duale. Donc soit B est une base de l'espace vectoriel E, et B étoile, l'ensemble des EI étoiles, ok? Et bien ça forme une base de E étoile, c'est-à-dire l'espace vectoriel des formes linéaires de dans K, et c'est appelé la base duale. Donc on va démontrer ça. En fait, nous, on sait déjà, au passage, que la dimension de LEK, c'est N. Bon, on peut démontrer que c'est libre et génératrice quand même, mais on pourrait se contenter de l'une ou l'autre, puisque la dimension, on la connaît déjà. Ok, donc remarque. Dimension de l'ensemble des applications linéaires de E dans F égale dimension de E fois dimension de F, donc la dimension de l'ensemble des applications linéaires de E dans K égale dimension de E fois 1 égale dimension de E. D'accord? Ce truc-là, on l'appelle E étoile en règle générale. Alors, démonstration. Donc, soit lambda 1, lambda 2, etc., lambda k, telle que la somme pour i variant de 1 à n, lambda n, des lambda i, ei étoile, égale 0. Je dois démontrer que c'est une base, je vais démontrer que c'est libre, pour démontrer que c'est libre, je fais ça. Il n'y a pas à réfléchir 3 heures. Hein. Et là, maintenant, je vais démontrer que tous les lambda i sont nuls. Et nous, ce qu'on sait, c'est que les ei étoiles de ej valent delta ij, donc je vais les regarder en ej.
Juste une dernière chose, ce 0, c'est quoi? Théo, c'est le 0 des applications linéaires d'un cas. D'accord? Donc c'est une fonction, le 0 qui est là. Ok? C'est une fonction. Maintenant, si je regarde en EJ, je vais obtenir donc la somme pour i variant de 1 à n des lambda i ei étoile de EJ qui est égale à 0 de EJ. En fait, c'est la fonction nulle, donc ça vaut 0. Ok? Mais ei étoile de EJ, ça vaut 0. Ça vaut delta ij. Donc, quand je somme pour i variant de 1 à n ce truc-là, quasiment pour toutes les valeurs de i, ça vaut 0. Il va me rester uniquement la valeur j. Donc, j'obtiens lambda j, 1, d'accord, plus 0, égale 0, et ici plus 0. D'accord, donc j'ai lambda j1 égale 0, donc lambda j est 1. Et ça, c'est vrai pour tout j appartenant à n indice n. Donc, E1 étoile, etc., E1 étoile est une famille libre. Je peux m'arrêter là parce que je connais la dimension, mais je vais essayer de regarder si je pourrais pas démontrer aussi qu'elle est génératrice. En fait, vous allez voir, c'est assez simple de montrer qu'elle est génératrice. Enfin, je prends. Donc, on doit démontrer qu'elle est génératrice de l'ensemble des formes linéaires. Donc, soit F, une application de E étoile. D'accord? Donc, je vous rappelle que c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans K. D'accord? Ce que j'aimerais démontrer, c'est que F s'écrit comme une somme des alpha i, ei étoiles. Et quand on va appliquer x, quand on va appliquer EJ par exemple à alpha i, ei étoile, il va nous rester alpha j. Et donc f de ej en fait. D'accord? Donc si je fais f moins la somme pour j variant, ou pour i variant de 1 à n, df de ei, ça c'est un nombre, hein. Fois ei étoile. Je regarde cette application-là. Si je la regarde, voilà, on va appeler grand phi ce truc-là. Si je regarde grand phi de EH, qu'est-ce que ça me donne, grand phi de EH? Donc pour tout H appartenant à n indice n. Grand phi de EH, ça va faire phi de f de EH, moins la somme pour i variant de 1 à n des f de ei étoile de EH, et ei étoile de H, on sait que ça vaut delta IH. Donc, de ma somme, il va rester que la situation i égale h. Donc j'obtiens f de EH, moins f de EH, fois 1, ça fait 0. Donc phi est nul pour toute, en tout EH, pour tout H appartenant à l'indice n. Donc en fait, phi, c'est l'application nulle. Et donc j'ai f qui est égal en fait à la somme pour i variant de 1 à n des f de ei étoile. D'accord? Donc E1 étoile, etc., En étoile, est génératrice de E étoile. Ok? Alors, comment on utilise ça? Comment on utilise ça? Application. Est-ce qu'on utilise ça régulièrement? Bah oui, si par exemple, je prends E égale R2, et je prends, je sais pas, peu importe, 1, la base d'Axel, 1, 1, moins 1, une base de R2. D'accord? Ça marche? Je prends un vecteur X qui s'appelle 3, 7. Quelle est ma question? Mathéo. Exactement. Trouver les coordonnées de 3, 7 dans la base 1, 1, 1, moins 1. Autrement dit, je vais essayer d'écrire 3, 7. Donc c'est la question d'Alexis, hein, sous la forme machin facteur de 1, 1, plus machin facteur de 1, moins 1. Ok? D'accord? Alors qu'est-ce que j'aimerais en fait, pour répondre à cette question-là? Qu'est-ce que j'aimerais? Eh bien j'aimerais une application rond
qui soit capable de, à 3, 7, renvoyer le nom qui est là. D'accord? Et j'aimerais une application, je sais pas quoi, qui à 3, 7, renvoie le nom qui est là. Ok? C'est ça que je cherche. Ben, c'est qui ces applications-là? Oui, Alexandre. Quoi? C'est la moyenne. Et la bague, c'est le premier terme de la moyenne. Si tu veux. Bon, d'accord. Alors, on va aller à ça. Donc, on obtient. Qu'est-ce que tu dis? 3 et 7, 10, 5, c'est ça? 5, 1, 1. Et puis 6 moins 2. Ok, ça marche. En fait, très bien, bah allons-y pour ça. Donc, cette application rond, tu me dis c'est la moyenne. C'est-à-dire c'est finalement rond. C'est l'application qui a XY, au couple XY associe X plus Y sur 2. Donc c'est une application, c'est une fonction de R2 dans K. Et le bidule là, c'est l'application qui a XY associe la distance, c'est-à-dire X moins Y sur 2, un truc comme ça. Si j'additionne X plus Y, ça fait X et X moins Y, ça fait... c'est ça. Ok? Bon. Et bien, ces trucs-là, là, si je les applique en 1-1, qu'est-ce que ça donne? Alors, en 1-1, ça fait ici 1 et là 0, et celle-ci 0 et là 1. Donc en fait, les deux fonctions qu'on cherche, ça forme la base duale de la base 1, 1, 1 moins 1 en fait. Ok? Donc ces deux trucs-là en fait, c'est la base duale de 1, 1, 1 moins 1. Ok? Donc c'est ça en fait qu'on cherche toujours, c'est la base duale. Ok? On veut les coordonnées et en fait, attention, il y en a plusieurs qui donnent le bon nombre ici, hein, 1. Il faut aussi que ça donne 0 ailleurs. Hein. Okay. Donc c'est une base qui est définie partout. Ça marche? Donc en fait c'est ça la base duale, hein, c'est trouver les coordonnées. Ok. Alors, hyperplan et équation d'hyperplan. Alors maintenant je change un tout petit peu l'idée. Sur H un sous-espace vectoriel de E, on a équivalence à la propriété suivante. Il existe une droite vectorielle D telle que E est égale à H plus D, et il existe une forme linéaire non nulle phi telle que H égale le noyau de phi. Si ces propriétés sont vérifiées, on dit que H est un hyperplan de E. C'est vraiment différent. Si vous voulez l'histoire des bases duales, là on s'arrête. C'est associé puisque c'est lié aux formes linéaires, mais on pense différemment quand même. Bon, on va démontrer ça. Alors, on va effacer. Donc, il existe une droite telle que H égale bidule. Il existe une forme linéaire phi telle que H égale le noyau de phi. Alors, démonstration. Alors, supposons que E est égal à H plus D avec D, une droite vectorielle. Alors ça veut dire quoi une droite vectorielle pour D? Oui. Il existe un vecteur U appartenant à E tel que D est égal à l'espace vectoriel engendré par U. Ok? Alors nous en fait, ce qu'on aimerait montrer c'est que H c'est le noyau d'une forme linéaire. Donc il faudrait une application phi qui renvoie 0 quand on prend un élément de H. Alors, soit. Donc ici,
en fait, on va avoir quel que soit x appartenant à E, soit x un élément de E, il existe un unique couple YZ appartenant à H croix D, tel que x est égal à y plus z. D'accord? Et par ailleurs, il existe un unique lambda appartenant à K, tel que z est égal à lambda u. D'accord? Donc, il existe une fonction, pour tout x appartenant à E, il existe un unique lambda appartenant à K, donc qui dépend de x, en fait, je vais l'appeler lambda x, tel que x va s'écrire y plus z avec z égale lambda u et y qui appartient à h, donc en fait il va s'écrire lambda x u plus x moins lambda x u avec cet ensemble là avec x moins lambda x u qui appartient à h. D'accord? C'est-à-dire le y. Donc à partir de x, je définis un seul lambda x. Ça marche? Donc soit phi l'application qui a x associe lambda x. D'accord? Phi est une forme linéaire, elle est bien définie. D'accord? Phi est une forme linéaire, elle est bien définie. Phi est une application linéaire. Alors phi de x est bien défini, ça y a pas de problème. Il existe bien. Et pourquoi est-ce qu'elle est linéaire? Puisqu'en fait, la décomposition sur la base, là, si je prends lambda x, si je prends ax plus a'x', je vais obtenir ay', donc je vais obtenir z égale, c'est le projecteur en fait, qui est linéaire, et après c'est la composante qui est linéaire aussi. Ça marche? Qui est linéaire. Bon. Donc, comme un projecteur. Je vais mettre comme un projecteur. Sur D. C'est pas tout à fait le projecteur sur D, hein, parce que le projecteur sur D renvoie Z, alors que lui, il renvoie lambda, tel que Z égale lambda U. Phi est linéaire. Et après, le noyau de phi, c'est quoi le noyau de phi? Ben, c'est l'ensemble des x tel que lambda x égale 0. Autrement dit, c'est l'ensemble des x tel que x moins lambda x, c'est-à-dire x moins 0, appartient à h. Donc c'est l'ensemble des x qui appartiennent à h. Autrement dit, c'est h. Ok? Donc j'ai créé en fait la forme linéaire. La forme linéaire, c'est l'application qui donne la coordonnée selon le vecteur u dans la décomposition de x sous la forme un élément de h plus un élément du noyau de vecteur de u. Ça marche? Donc il existe bien phi. Alors réciproquement maintenant. Donc on suppose que h est égal au noyau de phi. Donc on suppose qu'il existe phi, pardon. Phi, une application linéaire, telle que h est égal au noyau de phi. H est donné par ailleurs. Hein. Et donc je dois démontrer en fait qu'il existe une droite vectorielle qui va être orthogonale à phi. Alors phi en fait c'est une application à valeur dans K. Donc là il y a deux options. Ah voilà, ouf, j'ai oublié de vous dire, phi est non nul. Pourquoi phi est non nul? Que vaut phi de u? Que vaut phi de u? 1. D'accord? En
fait, vous allez avoir U qui va être égal à 0 plus 1U, avec ça un élément de H et ça un élément de D. D'accord? Donc je suppose qu'il phi dans l'étoile tel que avec phi non nul. Donc si phi est non nul, ça veut dire qu'il va exister A tel que phi de A est différent de 0. D'accord? Et en fait, vous allez avoir un espace de dimension 1, c'est-à-dire partout ça vaut 0, sauf les gens qui vont être collinaires à A en fait. Phi de A est différent de 0. Est-ce que je divise par la norme de A? C'est ça la question. Est-ce que je divise par la norme de A? Bon, peu importe, on va voir. Alors, soit x est un élément de E, supposons qu'il existe y, z appartenant à h croix vecte de A, tel que x est égal à h à y plus z. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ce que je suis en train de faire, c'est que je veux démontrer que E est égal à H plus D. D, c'est vecte de A. Ça, c'est mon futur D. Et donc, je dois démontrer qu'il existe, qu'ils sont supplémentaires, et je fais un raisonnement en analyse synthèse. Donc, je fais l'analyse. Donc là, il y a l'analyse. Ok. Alors, en fait, pour trouver Z, comme Z, il appartient à vecte de A, Z, c'est écrit à Z appartient à l'espace engendré par A, donc il existe, je sais pas, mu Z, tel que Z est égal à mu ZA. Et donc j'aurais trouvé Z si j'ai trouvé mu Z, et si j'ai trouvé Z, je vais avoir trouvé Y, parce que Y c'est X moins Z. Donc c'est comme d'habitude, quand on a des sommes des espaces supplémentaires, on découple Y et Z, et on les écrit en fonction de X. Ok? Et je vais m'orienter sur Z. Alors comment je fais pour ça? En fait, je vais me débarrasser de Y, parce que Y, il appartient à H, mais H c'est le noyau de phi, donc je vais composer par phi. Donc X, donc j'ai phi de X, est égal à phi de Y plus phi de Z, égal à phi de Y plus Z. Phi linéaire, donc ça fait phi de Y plus mu Z de A. Donc ça fait phi de Y plus mu Z phi de A. Et donc ça fait mu Z phi de A. Phi de A est différent de 0. Donc ça implique que mu Z est nécessairement égal à phi de x sur phi de a. Et z est donc nécessairement égal à phi de x sur phi de a, d'accord? Et y est égal à x moins z. Fin d'analyse. Oui? Pardon? Oui? Quand j'ai dit on va diviser par norme par phi de a ou pas, je ne sais pas trop. Enfin, j'ai dit norme, c'était phi de a. Donc maintenant, on fait la synthèse. Bon, j'ai pas utilisé de projecteur, mais ça sent le projecteur quand même. Hein. Le projecteur, c'est par rapport à... Mais il y a un coefficient de proportionnalité en plus. Mais... Synthèse. Soit x un élément de E, soit z égale phi de x sur phi de a, soit y. Alors ça appartient à D, hein, pas de problème. Enfin, ça appartient à vecteur de A, aucun problème avec ça. D'accord? Ça tombe tout seul. Soit y égale phi de x égale x moins phi de x sur phi de a. J'ai le droit de diviser par phi de a, en fait. Il est différent de 0, et surtout, enfin, avant même de dire qu'il est différent de 0, c'est un... Enfin, c'est un élément du... C'est un scalaire, hein. D'accord? Ici, ça appartient à K. Hein. Si c'était un vecteur, si phi était une application linéaire, évidemment, je ne pourrais pas diviser. Ni un ni un. Donc là, évidemment, j'ai facilement que z plus y égale x. D'accord? Parce que y a été créé pour ça. Donc il nous reste une dernière chose à voir, c'est si y appartient à h. Donc je vais faire phi de y. Phi de y par linéarité, ça fait phi de x moins phi de x sur phi de a. Phi de a, clac, clac, 0. Donc y appartient au noyau de phi qui s'appelle h. Donc la synthèse nous dit que tout élément de E s'écrit bien comme un élément du noyau plus un élément de la droite vectorielle. Oui? Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire que pour tout lambda, on
Est-ce qu'on a parlé des dimensions là? Non. Mais dans la vraie vie, oui. C'est-à-dire, très vite, on va voir, on va parler de dimensions. Si E est un espace de dimension finie, on peut le gérer comme ça, ouais. Mais là, on n'en a pas eu besoin. Ok? À noter par rapport à ce que tu dis, le rôle de non nul là, qui correspond à ce -1 justement plutôt que rien en fait. Ok? Donc ça c'est bon, démonstration. Corollaire, choix d'un supplémentaire, si H est un hyperplan de E, ici. Alors, en fait, comment est-ce que A a été choisi? Alors c'était dans l'autre partie là. Oui. Pardon, c'est là. D'accord? Donc en fait, en réalité, on peut même aller un peu plus loin. Le D qu'on choisit, il suffit de prendre un élément qui est engendré, il suffit de prendre un élément engendré par... il suffit de prendre une droite vectorielle qui est engendrée par un élément qui n'appartient pas à H, ou qui n'appartient pas à F. Ok? Bon, on terminera ça demain, ça va être assez rapide, je pense. Oui? J'arrive pas à lire Z est égal à phi de x sur phi de Z est égal à phi de x sur phi de A fois A.